Chapitre 1. La mise en place. Un silence régnait sur le manoir de Ravenwood en cette soirée d'automne, même si l'air du grand salon semblait bourdonner d'une faible tension contenue. Derrière les hautes fenêtres à meneaux, les dernières teintes d'un soleil déclinant peignaient les jardins d'ambre et de violet. À l'intérieur, des rideaux de velours étaient tirés pour se protéger du froid, et la douce lueur des lampes se reflétait sur le bois poli et les portraits au cadre doré d'ancêtres disparus depuis longtemps. C'était une réunion d'une convivialité apparemment ordinaire, mais quelque chose d'insaisissable perturbait le fond de la conversation, comme une faible note désaccordée. L'hôte, Sir Reginald Whitcomb, se tenait près du foyer, grand, imposant et légèrement pompeux. Sa fortune, amassée au fil de ses aventures coloniales, lui avait permis de posséder un vaste domaine, mais l'âge avait donné à son visage un air sévère et belliqueux qui trahissait à la fois fierté et impatience. Sa femme, dame Éléonore, pâle et élégante, se déplaçait tel un spectre parmi la compagnie, souriant consciencieusement tout en trahissant un air distrait. À son poignet brillait un curieux bracelet d'émeraude, le genre d'héritage trop prestigieux pour ne pas être remarqué. Autour d'eux se sont rassemblés leurs invités pour le week-end. Un curieux assortiment, en effet. Colonel Arthur Stratton, torse bombé et hérissé de l'air d'un militaire à la retraite, parlait d'une voix tonitruante qui ne souffrait aucune interruption. En face de lui était assis mademoiselle Violette Ashcroft, un romancier de renommée mineure, dont le regard perçant semblait tout absorber avec une intensité qui suggérait plus qu'une simple observation artistique. Près du piano s'attardait M. Leonard Drake, un financier dont le sourire vif et les doigts agités lui donnaient un air à la fois charmant et peu fiable. À ses côtés, Clara Whitcomb, la jeune et pleine d'entrain de la maison, jouait doucement sur les touches, son rire portant un défi qui contrastait fortement avec la mélancolie tranquille de sa tante. Le dernier invité, un ecclésiastique à l'air plutôt nerveux nommé révérend Paul Hargreaves, semblait clairement déplacé, sirotant son porto avec précaution, comme si la conversation elle-même était pleine de danger, la tension sous la politesse. La soirée avait commencé avec les politesses d'usage, mais sous la surface polie se cachaient des frictions trop subtiles pour être ignorées. Le colonel Stratton fit allusion à des dettes impayées. Mademoiselle Ashcroft fit des remarques sournoises sur des secrets, cachés dans des maisons de campagne comme celle-ci. Leonard Drake, d'un geste négligent de la main, parla d'investissement sur un ton qui frisait l'insouciance. Et malgré tout cela, la colère de Sir Reginald semblait bouillonner, à peine contenue. « Vous devez pardonner ma franchise, » dit Miss Ashcroft en tournant son regard froid vers l'hôte, « mais on sent qu'une telle maison a été témoin de drames bien plus captivants que tous ceux que je pourrais coucher sur papier. » Les yeux de faucon de Sir Reginald se plissèrent. « Ma chère Miss Ashcroft, la fiction doit rester fiction. La réalité est souvent bien ennuyeuse. »« Ah » murmura-t-elle, « mais pas toujours. » L'entrée de Poirot, un aperçu. À ce stade de la soirée, la maisonnée n'avait pas encore anticipé l'ombre qui allait bientôt s'abattre sur eux. Hercule Poirot lui-même, petit, impeccable et aussi précis dans ses manières que dans ses pensées, n'était pas parmi les invités. Pas encore. Son arrivée interviendrait le lendemain, dans des circonstances pour le moins curieuses. Ce soir-là, son nom n'était qu'un simple écho lorsque Clara Whitcomb taquina Miss Ashcroft pour avoir basé son personnage sur ce détective belge dont on entend tant parler. Lady Eleanor sourit faiblement à cette mention. Oui, l'homme aux petites cellules grises. J'aimerais beaucoup voir ce qu'il ferait de cette maison. Sir Reginald eut un rire bref. Espérons que nous n'aurons jamais besoin de ses services. Un soupçon de problème. La compagnie se retira tard, après beaucoup de vin et des conversations tendues. Les couloirs du manoir Ravenwood étaient silencieux sous les portraits attentifs. Pourtant, derrière les portes closes, des murmures circulaient. Une dispute étouffée entre mari et femme. Une porte grinçant là où il ne fallait pas. Une ombre, longue et déformée, se déplaçant sur les rideaux de velours du salon. Et tandis que l'horloge sonnait minuit, quelque part dans la maison, un cri perça le silence. Il fut vite étouffé, mais il fut entendu. Chapitre 2. Le crime. Le lendemain matin, le ciel était gris sur le manoir de Ravenwood. Les jardins, noyés dans la brume, semblaient fantomatiques, comme si l'air lui-même conspirait à dissimuler une sombre vérité. À l'intérieur, les domestiques avançaient, avec une hâte silencieuse, leurs pas résonnant faiblement dans les couloirs. Il y avait quelque chose dans le silence ce matin-là, un silence d'attente.
comme si la maison elle-même retenait son souffle. À la table du petit déjeuner, l'atmosphère était étrangement tendue. Lady Eleanor était assise, raide, au fond, la main tremblante lorsqu'elle leva sa tasse de thé. Le colonel Stratton était déjà plongé dans son journal du matin, sa moustache hérissée tandis qu'il marmonnait d'un ton désapprobateur des « affaires étrangères ». Miss Ashcroft, carnet toujours à portée de main, griffonna quelques lignes avant de dire froidement « Une maison comme celle-ci doit se réveiller avec des secrets aussi sûrement qu'avec l'aube. » Sir Reginald fronça les sourcils sombrement, l'ignorant. Leonard Drake était en retard, les cheveux en bataille et un charme trop rodé pour être sincère. « Toutes mes excuses, » dit-il d'un ton léger en se glissant dans son fauteuil. « Nuit agitée. Ces vieilles hommes maisons grincent et gémissent comme des navires en mer. » Clara rit légèrement, même si une ombre de malaise transparaissait dans ses yeux. « Ce sont peut-être les fantômes de Ravenwood, monsieur Drake. » C'est alors que Sir Reginald, l'œil vif et impatient, frappa sa cuillère contre le bord de sa tasse. « N'importe quoi. Les fantômes, c'est pour les enfants. Nous sommes des gens civilisés ici. Parlons affaires. » Mais il n'y avait rien à discuter ce matin-là, ni aucune joie à l'horizon. Les conversations vacillaient et une étrange attente flottait dans l'air, comme si chaque invité attendait un événement tacite. Une maison en inquiétude. En milieu de matinée, la compagnie se dispersa. Mademoiselle Ashcroft se promena dans le parc avec Lady Eleanor, qui semblait trop préoccupée pour prêter attention aux questions indiscrètes de sa compagne. Clara se retira dans sa chambre avec la promesse de lettres à écrire. Le colonel Stratton arpentait la terrasse en marmonnant tout en allumant sa pipe. Leonard Drake disparut dans la bibliothèque, où le bruit d'un tiroir s'ouvrant et se refermant trop précipitamment résonna dans le couloir. Et Sir Reginald lui-même disparut derrière les rideaux de velours du salon, fermant la lourde porte avec une finalité qui semblait renvoyer non seulement ses invités, mais le monde lui-même. L'heure s'écoula. L'horloge du grand-père sonna midi, puis 1 heure. Pourtant, le maître de Ravenwood n'apparut pas. La découverte. Ce fut Clara qui fut la première à s'inquiéter. Elle frappa à la porte du salon, la voix pleine d'une joie forcée. « Oncle Reginald, on déjeune ensemble. » Pas de réponse. Elle frappa à nouveau. Toujours le silence. La jeune femme hésita, puis tourna la poignée. La porte céda avec un grincement hésitant. La scène qui s'offrit à ses yeux était une scène qu'elle n'oublierait jamais. Sir Reginald était affalé dans son grand fauteuil, les rideaux de velours tirés derrière lui, atténuant la lumière de l'après-midi. Sa tête penchait à un angle inhabituel, ses yeux mi-clos mais sans vie. Sur le tapis reposait un verre renversé, dont le contenu tachait le tissu d'une teinte ambrée foncée. L'air était chargé d'un parfum d'amande si caractéristique, amer et piquant. Clara poussa un cri, trébuchant en arrière, la main sur la bouche. Son cri fit accourir toute la maisonnée. Lady Eleanor arriva la première, le visage décoloré par la silhouette inerte de son mari. Miss Ashcroft la suivit, les yeux écarquillés, non pas par l'horreur, mais par une profonde observation. Le colonel Stratton fit irruption, aboyant des ordres à personne en particulier. Leonard Drake paraissait pâle, la main agrippée fermement au chambranle de la porte, tandis que le révérend Hargreaves murmurait une prière à voix basse. Il n'y avait aucun doute. Sir Reginald Whitcomb était mort. Panique et suspicion. Du poison, gronda le colonel Stratton après un simple coup d'œil au verre posé au sol. Écoutez-moi bien. L'arme d'un lâche. Lady Eleanor vacilla, s'agrippant au dossier d'une chaise pour se soutenir. Non, ce n'est pas possible. Reginald. Ses paroles se transformèrent en sanglots. Mademoiselle Ashcroft s'accroupit près du verre tombé, le reniflant délicatement. Du cyanure, remarqua-t-elle avec un calme glacial. L'odeur est inimitable, fascinante. Fascinant, s'écria Clara horrifiée. Mon oncle est mort. Leonard Drake, retrouvant son calme avec une rapidité suspecte, posa une main sur l'épaule de Clara. Votre cousin veut simplement dire que c'est épouvantable, épouvantable au-delà de toute espérance. Mais il faut être rationnel. Son regard parcourut rapidement la pièce, comme s'il examinait chaque objet en vue. Le colonel Stratton, les poings serrés, se tourna vers les invités. L'un d'entre vous, oui, l'un d'entre vous, a commis cet acte odieux. Sir Reginald n'était pas mon ami, mais par le ciel, je veillerai à ce que justice soit faite. Le révérend Hargreaves leva une main tremblante. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Les autorités, oui,
Il faut appeler la police immédiatement. La police arrive. Peu après, la police du village voisin fut appelée. L'inspecteur Graves, un homme de grande taille, à l'air sévère, examina les lieux avec une efficacité méthodique. Il confirma aussitôt ce que tous soupçonnaient, Sir Reginald Whitcomb avait été empoisonné. La carafe posée sur le buffet contenait encore du cognac, mais l'analyse n'a révélé aucune trace de cyanure. Le verre posé sur le tapis, en revanche, en était imprégné. Celui qui avait trafiqué le verre de Sir Reginald l'avait fait avec précision. Et qui, demanda l'inspecteur Graves, fut le dernier à voir le défunt vivant? Un silence s'installa. Lady Eleanor hésita. Je l'ai croisé dans le couloir avant qu'il n'entre dans le salon. C'était avant midi. Mademoiselle Ashcroft intervint. Je l'ai entendu parler au téléphone peu après. Il semblait agité. J'étais à la bibliothèque à ce moment-là. Leonard Drake haussa un sourcil. Curieux. J'étais à la bibliothèque aussi, et je n'ai rien entendu de tel. Un murmure de malaise parcourut l'assemblée. Déjà, des contradictions commençaient à surgir. Le cercle fermait. L'inspecteur observa la compagnie d'un œil grave. Jusqu'à nouvel ordre, aucun de vous ne peut quitter le manoir Ravenwood. Le meurtrier est parmi vous. Un halètement collectif résonna dans la salle. Clara s'accrochait à sa tante, mademoiselle Ashcroft griffonnait des notes avec fureur, et le colonel Stratton marmonnait dans sa barbe. L'expression de Leonard Drake se transforma en un calcul posé. Le révérend Hargreaves murmura une autre prière, et au milieu de cette tempête naissante, un majordome s'éclaircit nerveusement la gorge. « Pardon, madame, » s'adressa-t-il à Lady Eleanor, « mais il y a un gentleman qui vient d'arriver. Il dit s'appeler Monsieur Hercule Poirot. » Ainsi, alors que Ravenwood tremblait sous le poids de la tragédie, le petit détective belge fit son entrée, impeccable, posé et déjà, on s'en doutait, pleinement conscient que sous les rideaux de velours de cette grande maison, un crime des plus élaborés attendait ces petites cellules grises, meurtre derrière le rideau de velours, un mystère d'Hercule Poirot. Chapitre 3. L'arrivée. L'arrivée d'Hercule Poirot au manoir de Ravenwood ne ressemblait pas à l'agitation soudaine de la police qui avait fait irruption dans la grande demeure la veille après-midi, ses bottes lourdes sur le parquet ciré. Poirot entra discrètement, presque cérémonieusement, comme s'il montait sur la scène d'un théâtre où la pièce avait déjà commencé sans lui. Il était petit, parfaitement soigné, ses moustaches sombres taillées avec une précision mathématique, ses chaussures étincelantes comme des miroirs. Sa tenue était impeccable, un costume gris et un mouchoir de soie lavande plié avec précision. Même sa canne, bien qu'il s'en serve rarement, brillait d'une certaine dignité. À ses côtés se trouvait le capitaine Hastings, toujours fidèle, large d'épaules, aimable et enclin à voir les choses de manière directe, là où Poirot préférait les subtiles spirales de la psychologie. Hastings n'avait pas du tout prévu d'être à Ravenwood. Il avait même suggéré un week-end de golf. Mais Poirot, avec son instinct habituel, avait modifié leur plan. « Mon ami » murmura-t-il à Hastings tandis qu'ils étaient reçus dans le grand hall par un majordome visiblement ébranlé. « On n'entre pas par hasard dans une telle maison à un tel moment. Non, non, il flotte déjà dans l'air un parfum, comment dire, de tragédie, de mélodrame. On a besoin de nous, hein ?» Hastings jeta un regard inquiet à la foule rassemblée. « Bon sang, Poirot, c'est horriblement sinistre. Le pauvre diable empoisonné dans son propre salon. L'inspecteur est déjà là. Graves, c'est son nom. Un type solide, je suppose. Tu crois qu'on s'en mêle ?» Poirot esquissa un léger sourire. « Intervenir ? Non, Hastings. Assister. » Poirot rencontre la maison. L'inspecteur Graves, toujours aussi austère, ne semblait pas ravi de la présence du nouveau venu. « J'apprécie votre réputation, monsieur Poirot, » dit-il sèchement. « Mais l'affaire est simple. Du poison, une maison close, une poignée de suspects. Nous aurons bientôt la situation en main. » Poirot inclina la tête avec une grande courtoisie. « Mais naturellement, mon cher inspecteur, je ne voudrais pas marcher sur vos belles bottes anglaises. Je suis ici uniquement parce que Lady Whitcomb m'a invité en personne. Elle craint. Comment ? Dites-vous que les apparences soient trompeuses. » Lady Eleanor, pâle et tremblante, se tenait à proximité. « Oui, » murmura-t-elle en serrant son mouchoir. « Monsieur Poirot, je vous en prie, la mort de mon mari doit être comprise. Il y a des secrets dans cette maison, d'horribles secrets. »« Des secrets » répéta doucement Poirot, les yeux brillants. « Oui, madame. Ce sont toujours les secrets qui tuent. Permettez-moi donc de parler à votre maison. » Premières impressions. Poirot commença, comme toujours, par observer
son regard s'attardant non seulement sur les mots, mais aussi sur les gestes, les silences et les contradictions. Mademoiselle Violette Ashcroft assise, son carnet sur les genoux, sa plume posée comme si chaque phrase alimentait son prochain roman. Elle observait Poirot comme s'il s'agissait lui aussi d'un personnage à l'étude. Colonel Stratton Hill se tenait raide et rouge, exudant la suspicion et l'impatience. « Ce qu'il nous faut, grommela-t-il, c'est moins de paroles et plus d'action. Trouvez le coupable et pendez-le, je vous le dis. » Leonard Drake, le financier, accueillit Poirot avec un charme exagéré, bien que ses doigts tapotassent nerveusement la coudoir de son fauteuil. Son regard se porta souvent vers le buffet, où avait été retrouvé le verre empoisonné. Clara Whitcomb, était agitée, errant dans la pièce comme si elle ne supportait pas de rester immobile. Son chagrin semblait sincère, mais son agitation était curieuse. Révérend Hargreaves. Il se tordait les mains, transpirait abondamment, ses lèvres murmuraient des prières. Son regard quittait rarement le sol. Poirot assimila tout cela d'un seul regard, même si Hastings, qui le connaissait bien, en reconnut les signes. Le petit Belge assemblait déjà les pièces du puzzle dans sa tête. La scène du crime, Poirot demanda à lui montrer le salon où Sir Reginald avait été découvert. Il était tel que Clara l'avait décrit, le grand fauteuil devant l'âtre, les lourds rideaux de velours tirés, le verre sur le tapis, une légère odeur d'amande dans l'air. Poirot se déplaçait délicatement dans la pièce, ne touchant à rien, la tête penchée comme s'il écoutait une voix invisible. Il examina les rideaux avec une attention particulière, caressant légèrement le tissu du doigt. Puis il examina la vitre. « Inspecteur Graves, dit-il doucement, c'est ici que Sir Reginald a trouvé la mort. Croyez-vous qu'il a versé son propre cognac, l'a bu et a été empoisonné ?»« C'est la taille, répondit l'inspecteur. C'est simple. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Ah, mais la simplicité, mon ami, est bien souvent la plus trompeuse. » Il s'agenouilla brusquement et arracha du tapis un minuscule fil de soie pâle. Le tenant entre le pouce et l'index, il l'examina avec satisfaction. « Voilà, nous avons déjà le début d'une histoire. » Des contradictions émergent. Poirot a ensuite demandé à parler à chaque invité à tour de rôle. Lady Eleanor confirma avoir vu son mari pour la dernière fois avant midi. Sa voix tremblait lorsqu'elle admit « Nous nous sommes disputés, monsieur Poirot. Il m'a accusé d'extravagance, d'infidélité. Mais je vous jure que je ne lui ai jamais voulu de mal. » Mademoiselle Ashcroft affirmait avoir entendu Sir Reginald au téléphone vers midi. Pourtant, lorsqu'on la pressait, elle ne se souvenait plus des mots exacts. Une histoire d'argent. Il semblait agité. Leonard Drake la contredit catégoriquement. « J'étais à la bibliothèque tout le temps. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique. » Ses yeux pétillaient tandis qu'il parlait. Le colonel Stratton prétendit se promener sur la terrasse en fumant sa pipe. « Demandez au jardinier, il m'a vu. » Le révérend Hargreaves était visiblement bouleversé. « J'étais dans ma chambre en train de prier. C'est tout ce que je peux vous dire. » Clara avoua errer dans les couloirs, agitée, incertaine. Elle s'était rendue chez son oncle peu avant de découvrir le corps. Pour Hastings, ses alibis semblaient eux plutôt ordinaires. Pour Poirot, en revanche, ils portaient en eux une symphonie de notes discordantes. Le reflet de Poirot. Ce soir-là, Poirot et Hastings étaient assis ensemble dans le petit bureau qui leur était réservé. Hastings fronçait les sourcils. « Je ne vois pas, Poirot. Ils en ont tous eu l'occasion, mais personne ne semble avoir eu l'occasion de toucher à la boisson, à moins que Sir Reginald ne se soit empoisonné, ce qui paraît absurde. » Poirot se renversa en arrière, les doigts serrés, les yeux mi-clos. « Non, mon ami. Le suicide est le refuge du détective sans imagination. Ici, nous avons quelque chose de bien plus subtil. Réfléchissez. Pourquoi mademoiselle Ashcroft insiste-t-elle pour un appel téléphonique que Drake nie? Pourquoi un homme d'église transpire-t-il autant? Et pourquoi, surtout, un fil de soie recouvre-t-il le tapis du salon d'un gentleman? Hastings le fixa. De la soie. Tu veux dire une robe de femme? Poirot sourit faiblement. Peut-être. Ou peut-être pas. On verra bien. Mais écoutez-moi bien, Hastings. Sous ces rideaux de velours, quelqu'un a menti. Et c'est sur ce mensonge que la vérité se tournera. Chapitre 4. Les questions commencent. À la demande de Poirot, la maisonnée se rassembla dans le petit salon. L'atmosphère était pesante, l'air chargé de suspicion, et tous les regards se tournèrent avec inquiétude vers le petit Belge impeccablement vêtu, qui prenait désormais les rênes de l'enquête. L'inspecteur Graves se tenait à côté, son carnet à la main,
bien que son expression trahît l'impatience, comme si les méthodes théâtrales de Poirot n'étaient rien d'autre que de la complaisance. Poirot, lui, était serein. Il s'installa dans un fauteuil à haut dossier, polit sa moustache du bout des doigts et parcourut la pièce du regard, comme s'il examinait une collection de curiosités dans un cabinet. « Messieurs, mesdames, commença-t-il, nous sommes en présence d'un crime grave. Un homme est mort, et non par accident. Il a été assassiné, de la manière la plus odieuse et la plus délibérée. Vous êtes ici, chacun de vous, parce que vous étiez présent à Ravenwood à l'heure de sa mort, et par conséquent, chacun de vous, tu peux détenir la vérité dans ta main. Tu peux la connaître, ou l'ignorer, mais la vérité, elle, se cache parmi toi. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le colonel Stratton émit un grognement. Leonard Drake s'agita, mal à l'aise. Lady Eleanor pressa son mouchoir contre ses lèvres. Poirot poursuivit, les yeux brillants. « Nous examinerons l'affaire avec ordre et précision. Chacun parlera, chacun dira ce qu'il sait, ce qu'il a fait et ce qu'il a vu. Et à partir de ces petits détails, les petites choses, nous verrons émerger le modèle de la vérité. » Lady Eleanor Whitcomb. Poirot commença par la veuve. Lady Eleanor, vêtue de noir sombre, le visage pâle comme l'ivoire, semblait plus fragile que jamais. « Mon mari et moi, commença-t-elle d'une voix hésitante, nous nous étions disputés ce matin-là. Ce n'était pas inhabituel. Réginald était souvent dur, souvent injuste. Il m'accusait d'extravagance, sa voix tremblait, d'entretenir des affections inconvenantes. Poirot inclina doucement la tête. Et ces accusations étaient-elles fondées, madame ? Ses yeux brillèrent soudain. Non, je vous jure que j'étais loyal. Les soupçons de mon mari étaient infondés, mais il refusa d'entendre raison. Pourtant, vous admettez qu'il était en colère, très en colère, au moment de sa mort. Elle hocha la tête d'un air malheureux. Oui, le ton de Poirot était doux. Et le bracelet que vous portez, madame, ces émeraudes, ont-elles une grande valeur ? Elle commença. C'est un héritage Whitcomb, transmis de mère en fille. Mon mari a insisté pour que je les porte en permanence à la maison. Il disait que c'était une tradition. Les yeux de Poirot s'attardèrent pensivement sur les bijoux avant de la congédier avec courtoisie. Colonel Arthur Stratton. Le colonel arrive ensuite, fanfaron et impatient. « C'est clair et net, déclara-t-il. Ce type s'était empoisonné, bon sang. Quelqu'un l'a glissé dans son verre. La question est de savoir qui a eu cette chance. » Poirot haussa un sourcil. « Et vous, colonel ? Où étiez-vous lorsque Sir Reginald s'est retiré au salon ? » « Je suis sur la terrasse, je fume ma pipe. Le jardinier m'a vu. Demande-lui. » Poirot inclina la tête. « Oui, oui, nous le ferons. » « Et vous n'aviez pas de différend particulier avec Sir Reginald ?» Le colonel rougit. « Tout le monde se disputait avec lui, si vous voulez la vérité. C'était un homme dur, pas populaire, mais je n'avais aucune raison de le tuer. Pourtant, dit doucement Poirot, on m'a dit que vous l'aviez récemment pressé de rembourser certaines dettes. » La mâchoire du colonel se crispa. « C'est une affaire privée. Oui, il me devait de l'argent. Et oui, j'ai insisté à mort. Mais un meurtre. Non, monsieur. » Poirot fit un petit signe de tête, son regard indéchiffrable. Mademoiselle Violette Ashcroft. La romancière se pencha en avant avec empressement, sa plume griffant la page de son carnet tout en parlant. Ses yeux brillaient d'une excitation particulière. « C'est comme si l'on pénétrait dans les pages d'un roman policier, a-t-elle remarqué. Une maison close, un hôte assassiné, une ribambelle de suspects, un vrai délice. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Délicieux, mademoiselle ? Pour vous, peut-être ? Pour Sir Reginald, pas vraiment. » Elle sourit faiblement. « Pardonnez-moi, je voulais simplement dire que les circonstances sont exceptionnelles. Vous avez dit avoir entendu la victime parler au téléphone. » « Oui. Peu avant midi, sa voix s'éleva, agitée. J'étais à la bibliothèque. » Poirot se pencha en avant. « Curieux, car M. Drake affirme qu'il n'y a pas eu d'appel de ce genre. » L'expression de Mademoiselle Ashcroft resta inchangée. « Alors, M. Drake se trompe. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ou alors vous mentez, mademoiselle. Dites-moi, aviez-vous de l'affection pour Sir Reginald ?» Elle eut un petit rire. « De l'affection ? Certainement pas. C'était un rustre. Mais il me fascinait. Son caractère, son emprise sur cette maison. Il aurait fait un excellent personnage. » Poirot l'étudia en silence un moment de plus avant de continuer. « Leonard Drake. » Le sourire du financier était figé. Ses doigts tambourinaient nerveusement contre son genou. « Je n'ai rien à cacher, » dit-il d'un ton léger. « Oui, j'étais à la bibliothèque. Seul, justement. Je vous assure qu'il n'y a pas eu d'appel téléphonique. »« Vous et Sir Reginald, dit Poirot d'une voix douce,
Étiez-vous engagé dans certaines transactions financières? Le sourire de Drake s'estompa. Oui, enfin, de petits investissements. Rien de fâcheux. Et pourtant, me dit-on, les entreprises n'ont pas prospéré? Drake serra les dents. Les affaires sont toujours incertaines. Mais je n'avais aucune raison de lui faire du mal. Bien au contraire, j'avais toutes les raisons de le maintenir en vie. Le regard de Poirot s'attarda sur lui. Peut-être, monsieur, ou peut-être avait-il découvert quelque chose que vous auriez préféré qu'il ignore. Drake ne dit rien, mais le scintillement dans ses yeux suffisait à satisfaire Poirot. Révérend Paul Hargreaves. L'ecclésiastique semblait très mal à l'aise sous le regard scrutateur de Poirot. Son front luisait de sueur. « J'étais dans ma chambre, en train de prier, » murmura-t-il. « Je n'avais aucun différend avec Sir Reginald. » Poirot pencha la tête. « Et pourtant vous êtes très agité, mon père. Dites-moi, qu'est-ce qui vous pèse ?»« Rien, juste l'horreur de ce crime. » La voix de Poirot s'adoucit. « Ou peut-être l'horreur de ce que tu sais. » Hargreaves se tordit les mains. « Je ne peux rien vous dire. Mon devoir est envers Dieu. » Le regard de Poirot s'aiguisa, mais il n'insista pas davantage. Clara Whitcomb. Enfin, vint Clara, la jeune et pleine d'entrain. Ses yeux étaient rouges de larmes et sa voix tremblait. J'aimais mon oncle malgré son caractère colérique. Il était dur, certes, mais il se souciait de moi à sa manière. « Vous avez découvert le corps ?» demanda doucement Poirot. « Oui. J'ai frappé, et comme il ne répondait pas, j'ai ouvert la porte. Oh, monsieur, c'était terrible. » Poirot inclina la tête. « Et avant ça, où étais-tu » Elle hésita. « Je marchais dans les couloirs, agité. Je ne peux pas le dire précisément. » Le regard de Poirot s'attarda sur elle. « Et tu n'as rien entendu? Rien vu ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. « Rien. » Poirot réfléchit. Lorsque tout le monde eut parlé, Poirot se leva et se lissa la moustache. « Voilà. Déjà nous avons de nombreuses contradictions. Le coup de téléphone, a-t-il eu lieu ou non? Les dettes, l'argent, les accusations d'infidélité. Tout cela est un mobile. Tout cela est un danger. » L'inspecteur Graves marmonna avec impatience. « Très bien, Poirot, mais à quoi bon tout ce théâtre? Il nous faut des faits. » Poirot esquissa un petit sourire entendu. « Patience, mon cher. Les faits sont déjà là. C'est juste que nous ne les connaissons pas encore. Voir, mais bientôt, très bientôt, le rideau se lèvera. Meurtre derrière le rideau de velours. Un mystère d'Hercule Poirot. » Chapitre 6. Un indice détaillé. Le lendemain matin, un soleil pâle luttait contre la brume qui s'accrochait obstinément aux haies et aux pelouses de Ravenwood. Bien que la tempête de suspicion se soit momentanément concentrée sur le colonel Stratton, l'atmosphère au manoir ne s'apaisa pas. Au contraire, elle s'alourdit, comme dans une pièce où l'on a éteint le feu mais oublié d'ouvrir le conduit. Poirot, comme toujours, était impeccable. Il descendit l'escalier à 8h30 précises, ses chaussures étincelantes, sa moustache luisante d'un léger reflet de pommade. Hastings, bâillant après une mauvaise nuit de sommeil, le retrouva dans la salle à manger. « Bon sang, Poirot, » murmura-t-il, « la maison est une véritable poudrière. Stratton est furieux, Lady Eleanor n'arrête pas de pleurer, et Drake rôde comme un chat qui a mangé de la crème. Et toi, tu es assis là, aussi calme qu'un prêtre à vêpres. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Mais oui, Hastings, il faut rester calme. » Le meurtrier, lui, compte sur la confusion, sur l'émotion. Mais Hercule Poirot, lui, observe. Il fouilla délicatement dans la poche de son gilet et en sortit le petit bouton de manchette cassé. Le posant sur la table entre eux, il dit doucement « Voilà, mon ami, le petit indice. Un rien, oui. Et pourtant, tout. C'est toujours le petit détail qui trahit le crime. » Poirot examine le bouton de manchette. Le bouton de manchette était en or, simple mais coûteux, avec une légère gravure d'initiales sur sa face. L. D. Hastings se pencha en avant. « Seigneur, Poirot, ça doit être celui de Drake. Leonard Drake. Il me va parfaitement. » Poirot leva le doigt. « Chut, Hastings. Comme toujours, vous sautez aux conclusions. Oui, il porte ses initiales. Oui, il est négligent avec sa tenue. Mais il faut être sûr, absolument sûr. Pour un homme qui tue avec autant de soin... Ah, il peut aussi bien cacher que dissimuler. On ne peut pas prendre les apparences pour la vérité. Pourtant, dit Hastings, c'est une coïncidence diabolique, n'est-ce pas? Poirot sourit faiblement. Le hasard, mon ami, est le refuge du détective paresseux.
Il n'y a pas de hasard, il n'y a qu'une cause. Ce que nous devons savoir, c'est si M. Drake a perdu ce bouton de manchette par accident, ou si quelqu'un l'a placé. Poirot interroge Drake plus tard dans la matinée. Poirot demanda à s'entretenir avec Leonard Drake dans le bureau. Drake entra avec élégance, mais Poirot remarqua immédiatement les manches légèrement irrégulières de sa chemise. Une manchette était ornée d'un bouton en or, l'autre était fermée par un simple bouton. « Ah, monsieur, commença poliment Poirot, vous êtes un homme élégant. Votre cravate est toujours impeccable, vos cheveux resplendissent. Et pourtant, il manque un bouton de manchette. Curieux, n'est-ce pas ?» Drake émit un petit rire, mais sa main se porte instinctivement à son poignet. « Je l'ai perdu quelque part dans la maison, sans doute. Une nuisance infernale. Mais ce n'est pas vraiment un crime. » Poirot le regarda fixement. « Pas vraiment. Et pourtant, on l'a trouvé, monsieur. Là où il ne devait pas être. Dans le salon, coincé dans le rideau de velours, non loin du fauteuil où Sir Reginald est mort. » Le sourire de Drake s'estompa. « Coïncidence. J'étais souvent au salon. Peut-être qu'il a disparu quand je lui ai parlé plus tôt dans la journée. » « Plus tôt ?» Poirot se pencha. « À quelle heure, précisément ?» Drake hésita, puis dit d'un ton léger. « Oh, vers 11 heures, peut-être. On a parlé brièvement. Rien d'important. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Curieux, monsieur, car vous avez dit à l'inspecteur Graves que vous étiez à la bibliothèque du matin jusqu'au déjeuner et que vous n'aviez vu personne. » L'espace d'une fraction de seconde, Drake perdit son sang-froid. Ses doigts tambourinèrent l'âme sur la coudoir du fauteuil, puis s'immobilisèrent. « J'ai dû oublier. Je ne lui ai parlé que brièvement. » Poirot inclina la tête en souriant doucement. Bien que dans ces petites cellules grises, la contradiction flamboyait comme une torche. Une visite à la salle téléphonique, Poirot demanda ensuite à voir la petite pièce attenante à la bibliothèque où se trouvait le téléphone de la maison. Miss Ashcroft avait juré y avoir entendu la voix de Sir Reginald. Drake avait nié. La femme de chambre, timide et aux joues rouges, admit avoir épousseté la chambre après le petit déjeuner. « Le combiné était un peu de travers, monsieur, » avoua-t-elle. « Je l'ai remis en place, mais je n'y ai pas prêté attention. » Poirot examina l'appareil avec soin, passant son doigt sur le récepteur. Il remarqua une légère trace de poudre sur l'embouchure, une trace cosmétique, légère mais indéniable. « Du rouge à lèvres, » murmura-t-il doucement. « Alors ?» Sir Reginald a parlé au téléphone, oui. Mais avec qui? Et pourquoi mademoiselle Ashcroft prétendrait-elle l'entendre, alors que M. Drake dit non? Le trouble du révérend. En quittant la cabine téléphonique, Poirot faillit percuter le révérend Hargreaves. Le pasteur était plus pâle que jamais, les mains tremblantes comme sous l'effet de la fièvre. « Monsieur Poirot, balbutia-t-il, cette maison, elle est impie. Je vous en prie, ne regardez pas de trop près. Parfois, mieux vaut ne pas savoir. » Le regard de Poirot s'éclaircit. « Au contraire, mon père, il vaut toujours mieux savoir. C'est pour ça que je suis là. » Hargreaves déglutit et murmura. Certaines vérités détruisent bien plus qu'elles ne sauvent. Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna précipitamment. Poirot resta immobile, ses moustaches frémissant d'un air pensif. « Cet homme, murmura-t-il, porte un lourd fardeau, mais est-ce celui de la culpabilité ou de la peur ?» Poirot réfléchit. Ce soir-là, Poirot et Hastings se retrouvèrent à nouveau assis ensemble. Poirot déposa le bouton de manchette sur la table, à côté d'un bout de papier sur lequel il avait écrit « Le bouton de manchette, LD, le faux alibi, Drake, l'appel téléphonique, Ashcroft contre Drake, rouge à lèvres sur le récepteur. Regardez, Hastings, nous avons déjà ces petites contradictions. Elles sont comme les fils d'une tapisserie. Tirez-en un et tout le tissu se défait. » Hastings se renversa en arrière, les sourcils froncés. « Mais qu'est-ce que ça veut dire, Poirot? Que Drake l'a tué ?» Poirot tapota le papier. « Peut-être. Mais peut-être aussi que quelqu'un veut nous le faire croire. Le bouton de manchette, les contradictions, c'est peut-être trop clair, trop commode. Méfiez-vous toujours, Hastings, quand la solution semble se présenter avec une telle impatience. » Hastings gémit. « Alors, où est-ce que ça nous mène ?» Poirot sourit. « Cela nous laisse, mon ami, la certitude que nous nous rapprochons de la vérité. Le meurtrier a joué son jeu avec trop d'audace, et bientôt, il se trahira. » Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. Cette nuit-là, le manoir Ravenwood semblait agité. Les portes s'ouvraient et se refermaient avec des grincements furtifs. Des pas résonnèrent dans les couloirs supérieurs. Les voix étouffées cessaient brusquement à l'approche. C'était une maison assiégée, non par des intrus venus de l'extérieur,
mais par des secrets qui s'y pressaient. Hercule Poirot, assis près du feu dans le petit bureau, polissait lentement ses moustaches. « Hastings, mon ami, dit-il doucement. Déjà les fissures apparaissent. Quand les hommes et les femmes mentent, c'est comme un vêtement mal fait. Les coutures commencent à se voir. » Hastings, qui somnolait dans un fauteuil, se réveilla en clignant des yeux. « Bon sang, Poirot, ils ont tous l'air de cacher quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des meurtriers. » Poirot inclina la tête. « Exactement. Pourtant, dans chaque mensonge, il y a une raison. Et cette raison nous mènera à la vérité. » La confession de Lady Eleanor. Le lendemain matin, Poirot demanda à voir Lady Eleanor seule. Elle entra d'un pas lourd, sa robe noire bruissant légèrement, son bracelet d'émeraude scintillant à son poignet. Son visage était pâle, mais ses yeux, rougis par les larmes, exprimaient une étrange défiance. « Madame, » commença doucement Poirot, « je vous demande de me parler avec franchise. Entre mari et femme, il y avait du malheur, n'est-ce pas? Mais le malheur ne fait pas le meurtre. » Elle baissa les yeux sur ses mains jointes. « Vous avez raison, monsieur Poirot, mon mariage n'était pas un bonheur. Réginald, il était jaloux, méfiant, cruel. Je l'ai supporté pendant des années, mais ces derniers temps... » Sa voix se brisa. « J'ai pensé à le quitter ces derniers temps. » Les yeux de Poirot brillèrent. Et y avait-il un autre homme? Un silence. Puis, avec une passion soudaine. « Oui, il y en avait un, Leonard Drake. » Poirot ne dit rien, remarquant simplement le tremblement de ses mains et l'amertume dans son ton. « Vous devez comprendre, » poursuivit-elle rapidement. « Ce n'était que de l'affection, de l'amitié. Mais Réginald, il m'a accusé de l'avoir trahi. Il a dit qu'il me ruinerait, qu'il me chasserait sans rien. Je le craignais. Mais je ne l'ai pas tué, monsieur Poirot. Je le jure. » Poirot inclina la tête. « Je vous crois, madame. Mais la vérité finit toujours par éclater. On verra bien. » Le secret du colonel Poirot convoqua ensuite le colonel Stratton, qui arriva hérissé d'indignation. « Je ne tolérerai plus ces bêtises, Poirot. Graves m'a pratiquement qualifié de criminel, et je ne le tolérerai pas. » Poirot le calma en levant les mains. « Calmez-vous, colonel. Dites-moi ces dettes que Sir Reginald vous devait. Elles n'étaient pas négligeables, hein ?» Le visage du colonel s'assombrit. « Petit, ils étaient ruineux. Il m'a saigné à blanc avec ses satanés projets. J'ai investi, sur sa parole remarquée, dans une entreprise coloniale. Tout s'est effondré. J'ai presque tout perdu. »« Ah !» dit doucement Poirot. « Et vous l'avez pressé de vous rembourser ? » ?»« Oui, je l'ai fait. Il s'est moqué de moi, le petit coquin. Il a dit qu'un gentleman devrait savoir qu'il ne faut pas risquer ce qu'il ne peut pas se permettre. J'aurais pu l'étrangler à main nue. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Mais vous ne l'avez pas fait ? » ?»« Non. Pardieu, je suis peut-être un imbécile avec l'argent, mais je ne suis pas un empoisonneur. Je voulais de la satisfaction, oui, mais pas comme ça. » Poirot hocha la tête, même si dans ses petites cellules grises l'amertume du colonel s'enregistrait avec précision. Miss Ashcroft révèle une querelle. Plus tard, Poirot trouva Miss Violet Ashcroft sur la terrasse, un carnet à la main, griffonnant furieusement. « Votre livre avance, mademoiselle ?» demanda Poirot. Elle lui lança un regard froid. « La réalité m'a donné plus de matière que je ne pourrais en inventer. La mort de Sir Reginald, c'est presque trop parfait. » Poirot sourit faiblement. « Parfait, peut-être, parce que tu en sais plus que tu ne le dis. » Ses yeux brillèrent. « Je sais ceci. J'ai entendu Lady Eleanor et son mari se disputer le matin même de sa mort. Elle a juré de le quitter. Il a crié qu'il préférait la voir morte plutôt que déshonorée. » Poirot pencha la tête. « Et pourtant, vous nous avez dit que vous n'aviez entendu que le coup de téléphone. » Les lèvres de Miss Ashcroft s'étirèrent en un léger sourire. « Les écrivains, monsieur Poirot, connaissent l'importance du timing. Nous ne révélons des faits que lorsque cela convient à notre récit. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Une philosophie dangereuse, mademoiselle, car la vie n'est pas un roman, et les mensonges sont les fissures dans le miroir de la vérité. » L'agitation du révérend. Le révérend Hargreaves fut le suivant. Il se tenait tremblant sur le seuil de la chapelle, les mains serrées autour de sa Bible. « Monsieur Poirot, dit-il d'une voix rauque, je vous en prie, laissez tomber. Certains péchés méritent d'être enterrés. » Poirot s'approcha doucement de lui. « Tu sais quelque chose, mon père. Dis-le-moi. » Les larmes montèrent aux yeux du prêtre. « Je ne peux pas. On me l'a dit en toute confiance, une confidence sacrée.
La trahir serait damner mon âme. Poirot le regarda fixement. Alors tu porteras ton fardeau, tandis qu'un innocent risque d'être pendu. Le révérend se détourna en frissonnant. Mieux vaut mon âme que la vie d'autrui. Je ne peux pas trahir ma foi. Je ne peux pas. Poirot le quitta, troublé mais pensif. L'explosion de Clara. Ce soir-là, alors que la maisonnée se réunissait à contre-cœur pour le dîner, la jeune Clara fondit soudain en larmes. Elle se leva de table, les poings fermés, serrés. « Je ne peux pas le supporter !» s'écria-t-elle. « Les murmures, les soupçons, ça va me rendre folle. Vous me prenez tous pour une idiote, mais je sais des choses. J'ai vu. » Elle s'interrompit brusquement, se mordant la lèvre. Poirot se leva aussitôt d'une voix douce. « Qu'avez-vous vu, mademoiselle ?» Elle secoua la tête avec emportement. « Non, je ne dirai rien. C'est trop terrible. » Et avant que quiconque puisse l'arrêter, elle s'enfuit de la pièce. Le silence qui suivit fut pesant, rompu seulement par le lent tic-tac de l'horloge. Poirot s'assit une fois de plus, ses yeux brillants d'un triomphe silencieux. Poirot réfléchit. Cette nuit-là, en privé avec Hastings, Poirot exposa ses pensées. Lady Eleanor, elle cache sa liaison. Le colonel, sa ruine. Mademoiselle Ashcroft, ses demi-vérités. Le révérend, son secret sacré. Et Clara, elle a su quelque chose qu'elle craint de révéler. Voyez-vous, Hastings, les mensonges se multiplient. Chacun cache, chacun craint. Mais un seul ment, le meurtre au cœur. Hastings se frotta les tempes. « Seigneur, Poirot, c'est à faire tourner la tête. Qui est-ce, alors ?» Poirot sourit sereinement. « Patience, mon ami. La vérité, elle mûrit comme un fruit. Il faut attendre qu'elle soit prête à tomber. Et quand elle tombera, ah, alors, elle frappera avec la force d'une révélation. » Chapitre 8. Le tournant émotionnel. Le lendemain, le temps devint cruel. La pluie fine, tombée en fine bruine, fouettait les fenêtres en cascade, et le vent gémissait dans les cheminées de Ravenwood tel un esprit agité. La maison elle-même semblait s'effondrer sous le poids de la tempête et du silence, comme si chaque poutre, chaque pierre savait que la vérité était toute proche. Poirot avançait avec calme et détermination, ses petits pieds tapotant le parquet. Hastings le suivait, agité et impatient. « Pour l'amour du ciel, Poirot, » murmura Hastings, « tout est en train de s'écrouler. Stratton est furieux, Lady Eleanor parle à peine, Clara est enfermée dans sa chambre, et Drake, eh bien, Drake rôde comme un animal en cage. Tu dois voir ça, mec. C'était Drake, le bouton de manchette, les mensonges sur le téléphone, les transactions commerciales. Tout est là. » Poirot esquissa un léger sourire en lissant sa moustache. « Ah, Hastings, tu es fidèle à l'évidence. Mais l'évidence est si souvent un déguisement. N'aie pas peur. La vérité, elle viendra toujours. » Poirot affronte Lady Eleanor. Il commença la matinée en allant trouver Lady Eleanor. Elle le reçut dans son boudoir où les rideaux étaient tirés et l'air légèrement parfumé à la lavande. Elle paraissait épuisée, les mains tordant son mouchoir, son bracelet d'émeraude, scintillant encore à son poignet. « Madame, » dit doucement Poirot, « votre chagrin est immense, j'en suis certain. Mais le chagrin ne saurait excuser le silence. Vous en avez aimé un autre, oui, Leonard Drake. Vous vous êtes disputé avec votre mari, ce sont des vérités. Mais avez-vous, dans votre désespoir, cherché à vous libérer ?» Lady Eleanor le fixa, les lèvres tremblantes. Puis, soudain, elle s'écria « Oui, oui, je le haïssais. Il a fait de ma vie une prison. Il m'a traité d'infidèle, m'a humilié devant les domestiques, a menacé de me jeter à la rue. J'ai pensé à le quitter. Dieu me garde, j'ai même pensé à le tuer. Mais je ne l'ai pas fait. Je vous jure, monsieur Poirot, que je n'ai jamais touché à ce verre. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Je vous crois, madame. La haine ne mène pas toujours au meurtre. Mais rappelez-vous, quand on hait, on peut aussi être suspecté. » La dépression de Clara plus tard dans l'après-midi. Clara apparut dans le hall, pâle et tremblante. Elle serrait le bras de Poirot de ses doigts désespérés. « Je dois te dire quelque chose, » murmura-t-elle. « Je ne peux plus me retenir. J'ai vu... » Elle hésita, regardant autour d'elle avec de grands yeux effrayés. « Vous avez vu quoi, mademoiselle, que c'est caïche ?» demanda Poirot. « J'ai vu l'oncle Reginald, » dit-elle précipitamment. Il n'était pas seul au salon ce matin-là. Quelqu'un est entré après lui. J'étais dans l'escalier. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le rideau bouger. C'était Monsieur Drake, j'en suis sûr. Ses paroles tombèrent dans le silence comme des pierres dans l'eau profonde. Poirot la regarda attentivement. « Tu es sûr ?» Elle hésita. « Oui.
Du moins, je crois. C'était sa carrure, ses cheveux, son manteau. Mais, oh, monsieur Poirot, et si je me trompais? Poirot lui tapota doucement la main. Courage, mademoiselle. Dire ce que vous avez vu, c'est toujours bien. Que cela condamne ou acquitte, nous verrons. Drake sous pression, Poirot ne perdit pas de temps. Ce soir-là, dans le salon où le crime avait été commis, il réunit Drake et les autres. « Monsieur, commença doucement Poirot, vous n'avez pas été honnête avec nous. Vous vous êtes contredit à 2 reprises, une fois à propos du téléphone et une autre fois à propos de vos déplacements. Et maintenant, votre nièce par alliance nous dit vous avoir vu entrer dans cette pièce après Sir Reginald. Qu'en dites-vous » Le visage de Drake pâlit, puis s'empourpra de colère. « C'est un mensonge. Je ne suis jamais entré dans cette pièce. J'étais à la bibliothèque. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Non, monsieur. Vous étiez là. Le bouton de manchette, elle vous a trahi. Il s'est coincé dans le rideau quand vous l'avez frôlé. C'est pourquoi un poignet est fermé par un bouton. Dois-je le montrer à tous ?» Les poings de Drake se crispèrent. L'espace d'un instant, il crut qu'il allait exploser. Puis, avec une violence soudaine, il cria « Oui, oui, je suis venu ici, je l'avoue, mais pas pour le tuer. Il m'a convoqué. Il a dit avoir découvert quelque chose qui me ruinerait. Il a menacé de me dénoncer, de me détruire complètement. Je suis venu le supplier, mais il m'a chassé. C'est tout. Il était vivant quand je l'ai quitté, par Dieu. » La salle trembla sous la force de sa déclaration. Clara recula, pâle. Lady Eleanor ferma les yeux. Le colonel Stratton marmonna quelque chose dans sa barbe. Poirot baissa simplement la tête. « Alors, monsieur, la vérité, ou une partie, est révélée. Mais croyez-moi, il y a encore du nouveau. » L'effondrement du révérend. Il était tard, bien après que les autres se soient couchés, lorsque Poirot rencontra à nouveau le révérend Hargreaves dans le couloir sombre. Le visage du pasteur était blanc comme du parchemin, ses mains tremblant sur sa Bible. « Monsieur Poirot, murmura-t-il, je n'en peux plus. Je serai damné si je me tais. Le mort, il s'est confessé à moi. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Avoué, mon père ? » ?»« Oui. 2 nuits avant sa mort, Sir Reginald est venu me voir, bouleversé. Il m'a dit avoir commis un grave péché. Il avait volé, détourné, des fonds à Drake et à d'autres. Il craignait d'être démasqué. Il m'a dit que ses ennemis se rapprochaient et que sa propre famille le haïrait lorsque la vérité éclaterait. Il m'a imploré de l'absolution. Et moi, que Dieu me pardonne, je ne lui ai adressé que des prières. » Poirot posa la main sur le bras du pasteur. « Courage, mon père. Vous avez bien fait de parler. Cela change beaucoup de choses. » Poirot réfléchit. Plus tard, seul avec Hastings, Poirot passa en revue les révélations de la journée. « Tu vois, Hastings, les mensonges s'écroulent comme un château de cartes. Lady Eleanor avoue sa haine. Clara admet avoir vu Drake. Drake admet être entré dans la pièce. Et le bon révérend reconnaît avoir connaissance des crimes de Sir Reginald. Chaque aveu nous rapproche. » Hastings fronça les sourcils. « Mais plus près de quoi? Ça a toujours l'air noir pour Drake. » Poirot sourit faiblement. « Oui, c'est vraiment noir. Trop noir. Quand le tableau est peint de façon aussi sombre, il faut chercher la main qui tient le pinceau. Souviens-toi, Hastings, le meurtrier est malin. Il a arrangé la scène comme au théâtre. Mais dans tout théâtre, il y a une faille, un lapsus, un geste déplacé. Et quand je le trouverai, alors toute l'illusion volera en éclats. » Chapitre 9. Le piège. L'orage s'apaisa au matin, laissant le manoir de Ravenwood silencieux, sous un ciel gris et meurtri. Les pelouses lavées par la pluie scintillaient, mais à l'intérieur l'air restait lourd. Poirot s'était levé tôt, et avec une précaution délibérée, il convoqua toute la maisonnée au salon. Ils arrivèrent à contre-cœur. Lady Eleanor, pâle et tremblante, son bracelet d'émeraude scintillant à la lumière de la lampe. Le colonel Stratton, raide et rancunier, la moustache, hérissée. Leonard Drake, agité, le regard errant d'un visage à l'autre. Mademoiselle Ashcroft, impatiente, carnet à la main, comme prête à écrire le dernier chapitre de son roman. Le révérend Hargreaves, pâle et trempé de sueur, serrant sa Bible. Et Clara, la jeunesse assombrie par la peur, se tordait les mains en prenant sa place. Poirot lui-même se tenait près des grands rideaux de velours où Sir Reginald avait rendu son dernier soupir. Hastings, sagement assis à ses côtés, jetait un regard inquiet sur Poirot et l'assemblée. L'inspecteur Graves se tenait près de la cheminée, les bras croisés,
l'air sombre. Poirot s'éclaircit la gorge. « Mesdames, messieurs, vous vous demandez sans doute pourquoi je vous convoque ici. C'est parce que l'heure est venue. Nous sommes au seuil de la vérité. Et pour l'atteindre, je dois vous mettre à l'épreuve. Chacun de vous a menti, dissimulé ou déformé la vérité. Mais les mensonges ne peuvent pas durer. Ils s'effondrent sous leur propre poids. J'en vois déjà les fissures. » Un murmure de malaise parcourut la pièce. Poirot pose les bases. Poirot commença doucement, se tournant vers Lady Eleanor. « Vous, madame, avez dissimulé votre attachement à M. Drake. Vous détestiez votre mari, certes, mais la haine ne prouve pas la culpabilité. Pourtant, votre silence a nourri les soupçons. » Lady Eleanor tressaillit, mais ne parla pas. Poirot se tourna vers le colonel. « Vous, colonel Stratton, avez été ruiné par les manigances de Sir Reginald. Vous vous êtes disputé ouvertement avec lui. Mais la cendre de pipe qui vous condamne ne vient pas de votre pipe. Elle provient d'une cigarette, d'un mélange plus fin que celui que vous fumez. » Le colonel émit un grognement de soulagement, même si la suspicion obscurcissait encore son visage. Le regard de Poirot se tourna vers Miss Ashcroft. « Mademoiselle, vous êtes futée. Vous avez dit avoir entendu Sir Reginald au téléphone. Et effectivement, il l'a utilisé. Mais pourquoi avez-vous menti sur les paroles entendues? Et pourquoi n'avez-vous évoqué la dispute entre Sir Reginald et Lady Eleanor que plus tard? Vous jouez avec la vérité comme avec la fiction. » Miss Ashcroft sourit faiblement, sa plume grinçant. « C'est un écrivain qui façonne l'histoire, monsieur Poirot. C'est tout. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Un jeu dangereux, mademoiselle. » Le filet se resserre, Poirot s'est alors tourné vers le révérend Hargreaves. « Vous, mon père, avez parlé de confiance sacrée. Vous avez porté le fardeau de la confession de Sir Reginald. Vol, détournement de fonds, ruine d'autrui. Vous avez eu peur de parler, mais vous avez fini par le faire. Pour cela, je vous en remercie. Pourtant, vous tremblez encore. Pourquoi ?» Les lèvres du révérend remuèrent silencieusement, ses yeux brillèrent. Poirot lui lança un long regard scrutateur avant de poursuivre. Finalement, il s'est tourné vers Léonard. « Drake. Et vous, monsieur? Vous niez toujours. Vous avez nié l'appel téléphonique. Vous avez nié être entré dans cette pièce. Puis vous avez avoué, seulement sous la contrainte. Votre bouton de manchette vous a trahi. Vos contradictions vous ont trahi. Le regard de Clara vous a trahi. Et pourtant... » Poirot marqua une pause, sa voix se réduisant à un murmure. « Je ne suis toujours pas satisfait. » Drake se raidit. « Tu ne peux rien prouver. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Peut-être, mais le meurtrier, lui, a peur des preuves. Il a peur d'être démasqué. Et quand il a peur, il se révèle. » La démonstration Poirot se dirigea vers le buffet où se trouvait encore la carafe de cognac. Il remplit 2 verres et les posa sur la table. « Observez, mes amis, » dit-il d'une voix calme. « Voici la scène. Sir Reginald était assis dans ce fauteuil. Il a bu dans ce verre. Il est mort. Mais et si ?» Poirot leva le doigt. « Et si le poison n'était pas du tout dans la carafe? Et s'il n'avait été placé que dans ce verre? Une idée astucieuse, non? Et qui, je vous le demande, a eu l'occasion de le placer ?» Il s'arrêta, ses yeux balayant la pièce. Un seul qui s'attardait près des rideaux, un seul qui les frôlait, laissant derrière lui un petit souvenir, un bouton de manchette, un seul qui parlait seul à seul avec Sir Reginald en secret et qui craignait ses menaces. Son regard se fixa sur Drake. Le visage de Drake devint rouge. « C'est un mensonge. Il me détestait, oui, mais je l'ai laissé en vie. N'importe qui d'autre aurait pu faire ça. » Poirot eut un léger sourire. « Précisément, monsieur. N'importe qui. Mais tout le monde n'a pas laissé de preuves aussi négligentes. » L'appât de Poirot. Puis, avec une soudaine rapidité, Poirot se tourna vers le groupe. Sa voix devint sèche, presque accusatrice. « Mais peut-être me trompais-je, hein? Peut-être n'était-ce pas vous, monsieur Drake. Peut-être quelqu'un d'autre a-t-il cherché à le faire croire. Peut-être quelqu'un, malin, rusé, a-t-il utilisé votre querelle, vos dettes, votre bouton de manchette comme arme contre vous. Peut-être qu'en ce moment même, cette personne observe avec effroi, attendant que je dise le dernier mot. » Le silence était électrique. Lady Eleanor serrait les mains. Le colonel s'agitait, mal à l'aise. Clara écarquilla les yeux. Le révérend murmura une prière. Mademoiselle Ashcroft griffonnait furieusement, même si sa main tremblait. Poirot croisa les bras. « Je ne révélerai pas encore le nom. Pas encore. Je vais donner une dernière chance au meurtrier. Ce soir, je laisse ce bouton de manchette sur la table, ici, dans cette pièce. S'il disparaît, je le saurai, car seul le coupable osera l'enlever. »
Il plaça le bouton de manchette cassé bien en vue sur le buffet, son or brillant à la lumière de la lampe. Bon, nous allons quitter la pièce maintenant, et demain, je dirai la vérité devant vous tous. Le meurtrier ne peut résister, il se trahira. Les conséquences du piège. La compagnie se dispersa à contre-cœur, chacun jetant un regard furtif vers le bouton de manchette scintillant en partant. Poirot s'attarda juste le temps d'effacer une tache imaginaire de sa manche. Une fois seul, Hastings se tourna vers lui. « Poirot, c'était quoi ce bordel? Tu as presque accusé Drake devant tout le monde. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Patience, Hastings. J'ai jeté le filet. Maintenant, attendons de voir quel poisson y reviendra. » Hastings secoua la tête. « Et si personne ne touche au bouton de manchette ?» Poirot sourit. « Alors, mon ami, ça aussi me dira quelque chose. Car le silence est aussi éloquent que l'acte. Demain, le rideau se lèvera et la scène finale se jouera. » Chapitre 10. La révélation. Le lendemain soir, alors que l'horloge du hall sonnait 8 heures, la maisonnée se rassembla de nouveau dans le salon. Un feu flamboyait dans l'âtre, projetant une lumière vacillante sur les rideaux de velours, témoin silencieux du meurtre. La tension était palpable dans la pièce. Personne ne parlait. Seul le grondement lointain de l'orage accompagnait le crépitement des bûches. Poirot se tenait devant eux, impeccable comme toujours, ses chaussures étincelantes, sa moustache arquée avec autorité. Hastings était assis à ses côtés, l'air tendu. L'inspecteur Graves se tenait près de la cheminée, son carnet à la main, bien que son visage trahît le scepticisme. Sur le buffet gisait le bouton de manchette cassé, toujours là, intact, sa surface dorée étincelant sous les lampes. Les yeux de Poirot brillèrent en le contemplant. « Mesdames, messieurs, commença-t-il doucement, l'heure est venue, le piège est tendu, le rideau est prêt à se lever, et ce soir, nous verrons la vérité éclater. Préparez le terrain. » Il s'est d'abord adressé à Lady Eleanor. « Vous, madame, aviez des raisons de haïr votre mari. Il était cruel, jaloux, soupçonneux. Vous en aimiez un autre. Et pourtant, votre amour n'était pas assez profond pour tuer. Votre haine était passionnée, mais dénuée de ruse. Vous n'auriez pas pu préparer ce crime avec autant d'habileté. » Lady Eleanor ferma les yeux, des larmes coulant silencieusement sur sa joue. Poirot se tourna vers le colonel Stratton. « Vous, colonel, avez été ruiné par Sir Reginald. Vous aviez des dettes, certes. Vous vous êtes disputé ouvertement avec lui. Mais vous êtes un homme d'action, pas de subtilité. Le poison n'est pas votre arme. Votre rage, elle, était trop sincère. Vous auriez pu le frapper, mais vous n'auriez pas glissé du cyanure dans son verre. » Le colonel marmonna férocement, mais ne nia pas. Le regard de Poirot se tourna vers Miss Ashcroft. « Et vous, mademoiselle, vous avez menti au sujet du coup de téléphone. Vous avez déformé votre histoire, l'avez brodée comme un de vos romans. Mais le mensonge est pour vous un art, pas une arme. Vous cherchiez le drame, pas la mort. Votre main, c'est la plume, pas le poison. » Les lèvres de Miss Ashcroft se courbèrent en un sourire faible et énigmatique. Les yeux de Poirot brillèrent lorsqu'ils se tournèrent vers le révérend Hargreaves. « Vous, mon père, trembliez de peur. Vous portiez les aveux de fraude de Sir Reginald. Vous craigniez le scandale. Mais vous êtes lié par vos vœux, par votre conscience. Vous avez prié pour lui, certes, mais vous ne l'avez pas tué. Non, votre faiblesse était le silence, pas le péché. » Les épaules du révérend s'affaissèrent de soulagement. La fausse piste Poirot s'avança alors vers Leonard Drake. Le visage du financier était pâle, son sourire forcé. « Ainsi, monsieur, tous les indices vous accusent. La querelle, les dettes, le bouton de manchette, les mensonges. On vous a vu entrer dans cette pièce. Vous vous êtes contredit. Vous aviez le plus à gagner de la mort de Sir Reginald. Tous les signes crient, c'était Drake. » Le visage de Drake s'empourpra. « Tu vois, tu l'admets toi-même. Tu en as assez dit, Poirot. Si tu m'accuses, alors arrête-moi. Mais je te le dis, je suis innocent. » Poirot leva le doigt. « Ah, mais c'est justement là le problème. C'est trop net, trop parfait. Le meurtrier est malin, trop malin. Il a caché votre bouton de manchette, monsieur. Il comptait sur votre querelle, sur vos dettes, sur vos mensonges. Il a construit la potence pour vous avec un soin exquis. Mais il a commis, comment dire, une erreur. » L'indice crucial Poirot se dirigea lentement vers les rideaux de velours, ses doigts caressant les lourds plis. « Dans cette pièce, j'ai trouvé un fil de soie pâle, un petit objet, mais qui en disait long. Il n'appartenait pas à Sir Reginald.
Il n'appartenait pas à M. Drake. Il provenait d'un vêtement de femme. Et en examinant le téléphone, j'ai trouvé sur le micro une trace de rouge à lèvres, faible mais bien présente. C'était une femme qui parlait au téléphone, pas Sir Reginald. Il se retourna brusquement, les yeux brillants. « Et qui parmi vous porte des robes de soie et se peint les lèvres ?» « Une seule. Lady Eleanor, oui, mais sa robe ce jour-là était en velours, pas en soie. Clara, oui, mais elle ne portait pas de rouge. Alors, mes amis, l'indice vous désigne. Miss Ashcroft. » Un halètement collectif emplit la pièce. La plume de mademoiselle Ashcroft lui glissa des mains. « Vous osez m'accuser ?» L'explication de Poirot. La voix de Poirot devint calme, autoritaire. « Oui, mademoiselle. Vous, la brillante romancière, qui tissait des mensonges comme s'il s'agissait de fiction. Vous nous avez parlé d'un appel téléphonique, car vous vouliez nous le faire croire. Mais ce n'est pas Sir Reginald qui a parlé au téléphone, c'est vous. Vous avez imité sa voix pour faire croire qu'il avait survécu à l'heure de sa mort. Vous avez cherché à lui fournir un alibi, à dissimuler l'heure exacte de son empoisonnement. » Des halètements et des murmures parcoururent la pièce. Poirot continua, implacable. « Vous êtes entré dans cette pièce avec lui, sous prétexte de discuter. Vous lui avez offert du brandy imbibé de cyanure. Il est mort rapidement. Puis vous êtes parti, en glissant le bouton de manchette de M. Drake dans le rideau, sachant qu'il s'était disputé avec Sir Reginald, sachant que les soupçons se porteraient sur lui. Vous, écrivain, vous pensiez que c'était un complot parfait. » Le visage de Miss Ashcroft était blanc, son sang-froid tendu. La voix de Poirot devint plus aiguë. Mais le bouton de manchette était trop élégant, le mensonge sur le téléphone trop commode, et le fil de soie, le rouge à lèvres. Ils vous ont trahi. Vous, mademoiselle, vous êtes la meurtrière. Le meurtrier démasqué. Pendant un long moment, Miss Ashcroft resta figée, les yeux fixés sur Poirot. Puis, avec un rire rauque et soudain, elle se releva d'un bond. « Très bien, » s'écria-t-elle. « Oui, je l'ai tué. C'était une brute, un maître chanteur, un parasite pour tous les habitants de cette maison. Il a ruiné Drake, s'est moqué du colonel, a torturé sa femme. Il m'a menacé aussi. Il a dit qu'il révélerait des secrets que je lui avais confiés. Il méritait de mourir. Et moi ?» Sa voix tremblait. « Je l'ai rendu magnifique. Une histoire parfaite dans les moindres détails. Seulement, tu en as trop vu. » Poirot baissa gravement la tête. « L'histoire, mademoiselle, était astucieuse. Mais la vie, elle, l'est encore plus. La vérité, elle finira toujours par émerger. » L'inspecteur Graves s'avança, l'air sombre. « Mademoiselle Violette Ashcroft, je suis obligé de vous mettre en état d'arrestation pour le meurtre de Sir Reginald Whitcomb. » Le reflet de Poirot. Tandis qu'on l'emmenait, la maisonnée resta stupéfaite, chaque visage exprimant à parts égales l'incrédulité et le soulagement. Lady Eleanor pleurait doucement. Clara s'accrochait à elle. Le colonel murmura une prière de remerciement. Drake, pâle et libre, s'essuya le front. Poirot se tourna vers Hastings avec un petit sourire. « Tu vois, mon ami, la meurtrière n'était pas la plus évidente, mais la plus rusée. Elle jouait avec les mensonges comme avec de l'encre sur une page. Mais même l'histoire la plus astucieuse ne résiste pas au regard d'Hercule Poirot. » Hastings secoua la tête. « Par Jupiter, Poirot, tu as encore frappé. J'aurais juré que c'était Drake. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Toi et tous les autres. Mais souviens-toi, Hastings, ces petites cellules grises voient au-delà des apparences. Ainsi, justice est faite. » Chapitre 11. Le reflet. L'orage était passé. Le lendemain matin, froid mais clair, le parc de Ravenwood luisait de rosée, comme si la terre elle-même souhaitait se purifier du sang et de la tromperie. La maisonnée, silencieuse et silencieuse, se rassembla dans la grande salle tandis que l'inspecteur Graves partait avec mademoiselle Violette Ashcroft sous sa garde. Son visage, pâle et posé, ne trahissait aucun remords. Elle se tenait comme l'héroïne de son propre roman tragique. Lorsque la voiture disparut dans la longue allée, un lourd silence régna dans le couloir. Ce fut Lady Eleanor qui le rompit la première, d'une voix tremblante. « C'est fini, » murmura-t-elle. Ravenwood pourrait retrouver la paix. Poirot, debout, impeccable et posé, secoua légèrement la tête. « La paix, madame ? Peut-être. Mais là où règne la haine et les mensonges, la paix tarde à venir. Elle se mérite par la vérité. » Lady Eleanor baissa les yeux et serra la main de Clara. Les survivants. Le colonel s'approcha de Poirot en s'inclinant brusquement. « Je vous dois des excuses, monsieur.
Je vous ai mal jugé. Sans vos satanées petites cellules grises, il m'aurait pendu, c'est sûr. Je ne l'oublierai pas. Poirot inclina poliment la tête. Pas besoin d'excuses, colonel. Vous avez été sincère dans votre colère, et l'honnêteté n'est jamais dangereuse, sauf pour les coupables. Leonard Drake, pâle et secoué, murmura « Tu m'as sauvé la mise, Poirot. Mais que Dieu me vienne en aide, la vérité sur les agissements de Reginald me ruinera quand même. Faillite, déshonneur, ce n'était qu'une question de temps. » Le regard de Poirot était froid. « Mieux vaut une ruine honnêtement supportée, monsieur, qu'une liberté payée au prix du sang. Souvenez-vous-en. » Le révérend s'avança le dernier, sa Bible serrée dans ses mains tremblantes. « Monsieur Poirot, dit-il d'une voix rauque, vous avez révélé bien plus qu'un meurtre. Vous avez mis à nu les péchés de cette maison. Que Dieu nous accorde son pardon. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Dieu, mon père, peut pardonner, mais l'homme doit apprendre. C'est là la plus grande épreuve. » La curiosité d'Hastings. Plus tard, alors qu'il se préparait à partir, Hastings ne put se contenir plus longtemps. « Poirot, je ne comprendrai jamais. J'étais sûr de Drake, comme tout le monde. Toi seul soupçonnais Mademoiselle Ashcroft. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance ?» Poirot sourit, ajustant sa pince à cravate avec un soin méticuleux. « C'était la psychologie, Hastings. C'est toujours la psychologie. Imaginez, un romancier, quelqu'un qui se plaît à inventer des histoires, à broder la vérité. Qui d'autre aurait pu construire un meurtre comme un récit, avec des fausses pistes, de faux indices et un bouc émissaire? Elle seule. Oui, mais le bouton de manchette. Planté, mon ami. Trop évident. Un écrivain aime le geste dramatique, mais la réalité, elle n'est pas si nette. Le fil de soie, le rouge à lèvres, c'était réel. Il trahissait son artifice. » Hastings secoua la tête avec admiration. « Parbleu, Poirot, c'est étrange, comme tu perçois les gens. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Ce n'est pas étrange, Hastings. C'est l'exercice des petites cellules grises. Elles travaillent, réfléchissent, relient les plus petits détails, et toujours, elles trouvent de l'ordre dans le chaos. » La philosophie de Poirot. Alors que leur voiture quittait Ravenwood, Poirot se perdit dans ses pensées. La campagne s'étendait devant eux, calme et sereine, mais son regard restait tourné vers l'intérieur. « Voyez-vous, Hastings, dit-il doucement, le meurtre n'est jamais le fruit du hasard. C'est la fleur des passions cachées, des peurs, des mensonges. À Ravenwood, sous les rideaux de velours, chaque âme portait un secret. N'importe laquelle aurait pu tuer. Mais c'était celle qui se complaisait dans le mensonge, qui se croyait assez intelligente pour façonner la réalité comme elle façonnait ses romans. Là était le véritable danger. » Il s'arrêta, ses yeux se rétrécissant légèrement. Il y a toujours dans le crime, Hastings, une pointe de vanité. Le meurtrier se croit plus intelligent que tous les autres. Mais Hercule Poirot, il écoute les petites choses, les non-dits, les gestes trop prudents. La vanité, elle ne peut m'échapper. Hastings hocha lentement la tête. Et maintenant, c'est fini. Ravenwood est débarrassé de son poison. Poirot croisa soigneusement les mains. « Oui, mon ami. Mais n'oubliez pas, derrière chaque rideau de velours, dans chaque maison, dans chaque cœur, une autre histoire vous attend peut-être. Il faut toujours observer. Il faut toujours réfléchir. » Le rideau tombe. La voiture prit le virage, le manoir Ravenwood disparaissant, ses hautes cheminées s'élevant au-dessus de la brume telles des sentinelles vigilantes. À l'intérieur, la famille panserait ses blessures, murmurerait ses secrets, et peut-être, avec le temps, guérirait. Et Hercule Poirot, petit, fier et immaculé, se laissa aller dans son siège avec une satisfaction tranquille. Une autre affaire conclue, un autre enchevêtrement de mensonges démêlés par la patience des petites cellules grises. La tempête était passée, mais ses échos persistaient.